en podcast tous les jours. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est vous qui m'avez donné envie de devenir avocate. Faites entrer l'accusé, on te la raconte, tout ça. Eh ben, c'est vous qui m'avez donné la vocation. Oh bah écoutez, ça me fait plaisir. Et du coup, vous faites du pénal, je suppose? Ben, c'est-à-dire que non. En fait, je suis avocate d'affaires dans un gros cabinet à Nanterre. Cette scène, je l'ai vécue 100 fois. Au final, très peu d'avocats acceptent de dédier leur carrière au crime. Parce que c'est lourd à porter de défendre des meurtriers ou des victimes de viol. Parce que ça bouffe une vie tout entière. Mais surtout parce que ça ne paye pas. Ou mal. Eh bien, voici l'histoire d'une avocate qui a surmonté tout ça jusqu'à devenir un ténor des cours d'assises. Elle s'appelle Cathy Richard. Et dans un livre paru chez Albin Michel qui s'appelle Crime, délit et vie brisée, elle raconte comment est née sa vocation. Et donc, je vais lui prêter ma voix. C'est parti. Mon rêve, c'était de faire naître des enfants. À la place sur Nanterre. Je voulais m'occuper de bébés, materner des nourrissons, et je vis dans un monde d'adultes où je suis confronté au plus sombre d'entre nous. Il m'arrive de me demander ce que j'ai fait au ciel pour exercer le métier d'avocat pénaliste. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai décidé de peupler ma vie de cadavres, de vies envolées, de corps souillés, de corps profanés? Pourquoi? J'ai commencé par passer un DEA de droit pénal. Aujourd'hui, on dit Master 2. Puis un certificat de criminologie et un autre de criminalistique. Et en 1992, j'ai donc passé l'examen pour entrer dans une école d'avocat. Au début, je me suis retrouvé collaboratrice dans des cabinets. Mademoiselle Richard, vous avez le dossier de la société de crédit qui nous a saisis hier? Ce fut mon premier travail. Défendre les intérêts des sociétés de crédit. Et plaider en droit de la consommation, et en droit du travail, et en droit de la famille. Et évidemment, jamais aux assises. Et puis j'ai décidé de m'installer à mon compte, dans mon département du Val d'Oise. Je ne voulais pas devenir riche et célèbre. Paris ne me ressemblait pas. Dans ma profession, on ne cherche pas le client. C'est lui qui vous trouve. Autant vous dire que ça rend les débuts difficiles parce que personne ne vous connaît. Le bouche à oreille ne risque pas de fonctionner. Et donc, pour me faire connaître au début, eh bien, je donne des consultations juridiques gratuites en maison de justice et en mairie. Tous les week-ends. J'ai toujours aimé parler avec tout le monde, où que je sois, sur les marchés, dans les transports en commun. Petite, dans la cour de mon école, j'étais déjà une sorte de médiatrice. J'écoutais, je consolais, je conseillais. Et ça a continué quand j'étais géo au Club Med ou fromagère sur les marchés. Évidemment, quand je commence dans le métier, je me dis que je vais traiter tout ce que j'ai appris. Droit civil, droit du travail et évidemment, droit de la famille. Voilà, maître, je viens vous voir parce que ma femme et moi, on a décidé de divorcer. Mais déjà, mon âme penche tout entière pour le pénal. Sauf qu'il y a moins de crimes que de divorces, de loyers impayés ou de conflits de voisinage. N'empêche que mon vrai rêve reste les assises. Et donc, je m'inscris aux permanences du tribunal pour être désigné au titre de l'aide juridictionnelle comme avocat commis d'office. Mais ça paye mal. Pour vous donner un exemple, assister une victime dans une instruction criminelle qui va durer plusieurs années permet de percevoir environ 500 € pour l'ensemble de son œuvre. 500 € qu'on ne touche qu'en fin de mission. 500 €. Mais au fond de moi, j'attends impatiemment mon premier dossier criminel. Des mois s'écoulent et je suis enfin désigné pour mon premier dossier criminel. En défense.
Je me précipite dans le bureau du juge d'instruction pour prendre connaissance de la procédure. Et là, la greffière éclate de rire. Oh ben vous emballez pas trop, hein. On a ouvert l'instruction au criminel, mais comme c'est le braquage d'une épicerie de quartier avec un couteau suisse, je peux vous dire déjà, ça ira jamais aux assises, hein. Déception. Et puis enfin, ça arrive. Un coup de sonnette à mon cabinet pour mes premières assises. Une jeune femme entre 25 et 30 ans qui arrive sans rendez-vous et qui s'assoit dans mon bureau. Voilà. Mon frère, il a été tué. Et le procès du meurtrier, c'est lundi. Vous pourriez nous défendre? Shoot d'adrénaline et court moment de solitude. Parce que plus l'avocat arrive tôt dans une procédure, mieux c'est. Il suit le cours de l'instruction, il l'influence en demandant tel ou tel acte, il se familiarise avec les faits, mais aussi avec une famille, avec une histoire. Mais cette femme est là, elle a besoin d'aide. Et moi je suis motivé comme jamais pour l'assister. Voilà. Mon petit frère qui a été tué, il était alcoolique. Depuis des années. Et après la mort de ma mère, on a tout fait avec mon père pour le sortir de là. Des cures, des post-cures. On a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Et la dernière fois qu'on a vu un médecin, il nous a dit, laissez-le toucher le fond de la piscine et puis il devra donner un coup de pied pour remonter, vous verrez. Et donc, on a arrêté de l'aider. Un peu plus tard dans la journée, c'est le père qui sonne à ma porte. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis caché dans la rue derrière un kiosque à journaux, là, pour le surveiller. Il était assis par terre, là, tout seul, ou mal accompagné, en train de boire, quoi. Jusqu'à ce qu'un soir de beuverie, il rencontre un légionnaire en permission et qu'ils aillent s'abriter pour boire dans une maison en construction. Et le lendemain, on l'a retrouvé mort, la tête défoncée à coups de parpaing. Et évidemment, depuis, son père et sa sœur sont rongés par la peine, mais aussi par la culpabilité et le remords. Je passe tout mon jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche à potasser mon dossier, à l'analyser et à le stabilo-bosser. Et le lundi, je retrouve mes clients à la cour d'assises. Et je vais glisser un mot avant l'audience à la présidente de la cour d'assises. Voilà, ce sont mes premières assises, Madame la Présidente. Vos premières assises? Pour un début, ça va pas être facile, hein. Une victime marginale, une famille qui l'a abandonnée. Bon courage, maître, bon courage. Si même ceux qui l'aiment l'ont lâché, que va penser la société qui est représentée par cette cour d'assises? Pourtant, le père et la sœur ont toujours été là, sauf les derniers mois. Mais disons que j'ai bien compris qu'un mauvais contexte familial, une mauvaise victime, peuvent profiter à l'accusé. Du côté des avocats de la défense, on a élaboré un scénario. Si le légionnaire a tué le gamin, c'est parce que ce dernier lui a fait des propositions sexuelles. Je voudrais tout de même rappeler ici qu'on a retrouvé la victime avec son jean descendu et sa braguette ouverte. Des tendances homosexuelles et un tempérament d'agresseur qui auraient donc échappé à la famille. Rien n'est impossible. Mais ça ne mérite pas pour autant de se faire défoncer la tête à coups de parpaing, n'est-ce pas? L'accusé prétend s'être défendu et ne pas avoir voulu sciemment la mort du jeune garçon. L'avocat de la défense voudrait faire requalifier les faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qui évidemment entraîne une peine moins lourde que le meurtre. J'interroge l'accusé. Pourquoi est-ce que vous me dites ne pas avoir voulu le tuer, sachant qu'il n'est pas mort sur le coup, mais après avoir agonisé des suites de ses blessures? Pourquoi donc est-ce que vous n'avez pas appelé les secours quand il était encore temps, monsieur?
même anonymement. Et pourquoi est-ce que vous avez visé la tête, qui est une partie vitale du corps, s'il en est? À ce moment-là, il baisse la tête, sans me répondre. Moi, j'ai décidé de plaider en n'accusant à aucun moment l'auteur. Ça, c'est le travail de l'avocat général. Moi, je ne parle que de la victime. Je lui rends une vie pour que la cour comprenne qui est parti. Pas un alcoolique potentiellement pervers et agressif, mais un fils, un frère à la dérive. Je raconte son parcours, la perte de sa mère, le père qui se cache, le coup de pied au fond de la piscine, l'espoir qu'il s'en sorte et tout ça pour finir le crâne démoli dans une maison abandonnée. Plutôt que m'acharner sur l'accusé, j'explique la douleur de mes clients lorsque s'impose à eux la vision de celui qu'ils aimaient agonisant de longues minutes, peut-être même des heures, alors qu'un appel téléphonique aurait pu le sauver. Et pour terminer, je lis un petit poème désespéré qu'il a écrit sur un carton d'emballage et que sa sœur m'a donné. Un poème qui se termine comme ça. La vie est belle, quand même. À la fin de ma plaidoirie, je vois là des jurés pleurer discrètement et les autres statufier. Et moi je suis vidé, morte, lessivée. Avec mes clients, nous attendons longtemps le verdict, jusqu'à entendre qu'il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Le parquet en avait requis 9. Il est condamné à 16. Voilà, j'ai accompli ma mission. Après le départ des jurés, l'usage veut que les avocats aillent ensemble saluer les magistrats de la cour d'assises le temps d'un petit débriefing entre professionnels sur les jours d'audience que nous venons tous de vivre. La présidente se tourne vers moi. Alors, ça va? Vous êtes satisfaite de la décision, maître Richard? Oh, il ne s'agit pas de moi, je pense que j'y suis pour rien. Ah, peut-être trompez-vous, hein. C'est votre plaidoirie qui a beaucoup ébranlé les jurés. J'ai beau me démener pour gagner, je ne ressuscite pas les morts. J'ai beau prendre dans mes bras les endeuillés et les meurtris, je ramène pas l'être perdu, la sérénité envolée. Je ne peux pas enlever le mal, et je dois vivre avec son souvenir, en passant à la souffrance suivante. Ni la famille de la victime, ni celle de l'auteur ne m'associeront à un souvenir heureux. C'est parfaitement désespérant. Mais en vérité, j'ai rarement le temps de penser. Ni le jour, je travaille, ni la nuit, je travaille. Elle n'est pas un métier, c'est une vie. Et elle me dévore. Elle me dévore parce que j'y mets tout mon cœur. J'ai tiré cette histoire du livre de maître Cathy Richard aux éditions Albin Michel, Crime, délit et vie brisée. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté comment une jeune avocate, maître Cathy Richard, a choisi de consacrer sa vie au crime plutôt qu'au divorce et au conflit de voisinage. C'est un récit que j'ai tiré de son livre paru aux éditions Albin Michel qui s'appelle Crime, délit et vie brisée. Et ça m'a donné envie de lui donner un petit coup de fil. Bonjour Cathy. Bonjour Christophe. On va pas se raconter de blagues et on va pas raconter de blagues à ceux qui écoutent mes podcasts. On se connaît et on se tutoie. Donc, est-ce que tu es d'accord pour qu'on se tutoie? Bien sûr, on se connaît des tribunaux, on se connaît des bancs pour toi, oui. Et des bancs du public pour toi et des bancs de la partie civile à l'époque pour moi. Dans le procès Jamel Lolmi, notamment. Exactement. Sur la totalité des élèves de ton école d'avocat quand tu étais jeune, est-ce que tu sais combien font du pénal?
Alors, je ne sais pas combien en font réellement aujourd'hui. Je peux dire qu'à l'époque, beaucoup espéraient en faire. C'est d'ailleurs un vrai changement qu'il y a, puisque il y a 30 ans, les jeunes avocats voulaient tous être pénalistes. Aujourd'hui, les jeunes avocats veulent tous faire du droit des affaires. Les choses ont bien changé. Et lorsqu'on va à des endroits où on voit les jeunes qui cherchent des stages, et ben on les voit tous habillés en costume avec des petites mallettes et faire la queue devant les gros cabinets de droit des affaires. C'est assez fou comme les choses ont changé. Pour l'argent, je veux dire, peu d'avocats choisissent de sacrifier la question de leur revenu à celle de leur vocation. Oui, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais les générations d'aujourd'hui choisissent d'avoir une vie, on va dire ça comme ça, de pas tout consacrer à leur profession et celle que j'ai choisie, moi, c'est dévorant. Tout me dévore. Ouais. Y compris le samedi, dimanche, tu le racontes, y compris la nuit. Ah bah oui, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour de fête. J'ai fait la communion de mes jumeaux, j'avais 80 personnes qui devaient arriver à la maison. Le matin même, j'ai été appelée sur une garde à vue à Argenteuil, je m'en souviens. Et tu allais ? J'ai dit, je file, j'y vais. Voilà. J'étais enceinte de ces jumeaux et je suis partie plaider un dossier de crime contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Voilà, il n'y a pas. C'est vrai que en réalité, je dis toujours dans la vie, je n'ai pas de droits, je n'ai que des devoirs à l'encontre de ceux qui ont besoin de faire valoir leurs droits. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, depuis le début, c'est le pénal et pas le reste qui t'a attiré dans ce métier ? Je pense que ça tient à ta personnalité intime. Oui, parce que ça date de bien avant même, enfin ça date du tout début, parce que déjà quand j'étais petite, on peut dire que toute petite j'effrayais tout le monde tellement je m'intéressais toujours à ce que moi j'appelle le cœur de l'humanité et donc forcément les faits divers, les histoires lourdes m'intéressaient déjà alors que j'étais petite, ce qui inquiétait mes proches. Les divorces aussi, c'est très humain. Si on cherche l'humain. D'ailleurs, non, mais dans mon cabinet, je ne fais que strictement 3 matières, les divorces, enfin, je ne fais que strictement 3 matières, le pénal, la réparation de préjudice corporel qui va avec le pénal et le droit de la famille. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le droit de la famille est également un droit qui est très humain. Mais c'est toi qui le fais ou ce sont tes collaborateurs ? Alors, je suis aidée dans tous les domaines par des collaborateurs et quasiment tous mes dossiers sont suivis par un collaborateur et moi. Il y a des gens qui te diront que c'est malsain d'aimer le crime. Enfin, c'est ce qu'on me dit à moi. Mais moi, j'entends à travers le crime. C'est pas le crime que j'aime. C'est aider les gens qui sont foudroyés par le crime. En réalité, on a parlé dans ton podcast où tu lis mon livre, on a parlé de culpabilité, de remords. Il faut savoir que ces sentiments, ils sont vécus par les gens qui côtoient le crime, qu'ils soient victimes, auteurs. Les victimes se rongent par la culpabilité, sont rongées et les accompagner, les prendre par la main et les aider. Je pense que c'est pas plus malsain que d'être personnel soignant. En fait, quelque part, j'essaye de faire en sorte que tout aille le mieux possible pour eux. J'avais dit un jour, même quand je suis en défense, je ne suis ni Joséphine Carlson, ni Perry Mason. Je suis pas là pour innocenter des gens. Je suis là pour les accompagner, les aider, les assister, les défendre, les comprendre, faire en sorte que cette traversée, elle se passe la moins mal possible, qui sorte. Je suis un guide à travers cette passe pénible. Je suis un guide à travers cette passe qu'est le processus judiciaire. J'ai pu constater que la plupart des avocats qui plaident en cour d'assises sont un peu allumés quand même. En tout cas, les meilleurs, c'est-à-dire plus on est bon, plus on est un peu cinglé, quoi. Oui ou non? Je sais pas. Non, non. T'es un peu allumé ou pas? Non, moi j'ai pas du tout. Non, moi j'ai pas du tout l'impression d'être allumée. J'ai l'impression d'être souvent
habiter, oui, mais c'est vrai que ma marque de fabrique, qui fait qu'on peut me dire que je suis un pitbull, mais aussi que je suis la plus humaine, c'est que j'ai tendance à être auprès de mes clients comme une maman. C'est-à-dire, je suis capable de montrer les dents, de me mettre en travers, d'être, voilà, et alors, est-ce que si on dit qu'une maman est allumée, oui, pareil, dans les mêmes conditions, je pense que toutes les mamans sont allumées. Alors, quand on est avocat devant une cour d'assises, bon, il y a deux postures, hein. Il y a l'avocat qui est avocat de la défense, et puis il y a les avocats qui représentent les victimes, qu'on appelle les avocats de la partie civile. Est-ce que toi, tu fais les deux à 50%? J'ai pas l'impression. Alors non, pour être très franche, non, c'est pas à 50%. Je suis plus souvent aux côtés des victimes, incontestablement, mais j'aime dire que je suis aux côtés des gens. C'est vrai que je n'ai pas une clientèle de voyous, de banditisme, mais en revanche, je peux parfaitement être aux côtés d'auteurs parce que il faut être humble dans la vie et savoir que demain, n'importe lequel d'entre nous pourrait être un auteur de crime ou une victime de crime, parce que en fait la vie peut vous emmener à n'importe quoi, peut vous réserver des bonnes comme des mauvaises surprises, et j'aime être aux côtés de ceux qui ont besoin de moi. Voilà, j'ai défendu une maman qui avait assassiné sa fille handicapée qui souffrait en fin de vie. J'ai défendu, et je défends même encore des gens qui peuvent agresser, qui peuvent tuer, qui peuvent même violer. Les défendre, c'est pas dire que ils sont innocents, c'est pas dire qu'ils ont bien fait de faire ce qu'ils ont fait. Les défendre, c'est expliquer aussi pourquoi ils en sont arrivés là. C'est expliquer aussi, c'est pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont fait. C'est pouvoir les sortir de juste cette image, dire que d'accord, on va juger cette personne, on va la juger pour ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ça, qui est-elle, etc. Et en fait, ça, c'est important parce que l'audience, c'est le premier jour du reste de leur vie. Qu'on soit auteur, qu'on soit victime, après, la vie continue. Et ça, il faut savoir que si la justice détruit la vie, elle continue forcément mal. Et ça, c'est un point commun pour les auteurs et pour les victimes. Alors, dans l'histoire... Pour une victime, j'ai l'habitude de dire que la mort fiche tout. Dans le podcast dans lequel tu évoquais mon livre, il était fait état de ce jeune homme tué par un légionnaire. Ce garçon, il a été figé à ce moment-là de sa vie. Et à ce moment-là de sa vie, mais il dégringolait, il allait mal. Mais c'était pas que ça. Et malheureusement, dans tous les dossiers, on a tendance à figer les gens dans leur posture de qui ils étaient le jour où ils sont décédés. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude aussi de dire, ne quittez jamais les vôtres sans leur dire que vous les aimez, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Alors, dans le podcast que j'ai tiré de ton livre, donc au moment de ta première plaidoirie, qui est une plaidoirie de partie civile, tu insistes sur un point sur lequel il faut que tu t'expliques un peu. Tu dis, j'ai décidé de plaider en accusant à aucun moment l'auteur. Moi, je ne parle que de la victime. Est-ce que tu es toujours sur cette ligne? Je suis toujours sur la ligne, au moment où je plaide, en tout cas, de dire ça n'est pas mon rôle d'être l'accusateur public. Il y a un accusateur public et c'est le procureur de la République qu'on appelle l'avocat général aux assises. Ça n'est pas mon rôle. En revanche, justement, en mettant la lumière, en mettant l'accent sur qui était cette victime, sur la souffrance de ses proches, j'estime que j'éclaire les jurés et je leur permettrai ensuite de prendre une décision. Moi, je trouve ça regrettable qu'on ne parle pas suffisamment d'une victime à une audience. Et pour moi, le confrère qui va faire une partie civile en juste levant le doigt et en accusant le ou les accusés d'être des monstres, etc., ne fait pas forcément avancer le débat. En revanche, pendant justement les débats, je pose beaucoup de questions aux accusés. Je suis très présente à l'audience et je suis là aussi pour que on n'oublie aucun des éléments qui sont importants pour mes clients, que ce soit ce qui concerne la victime ou ce qui est à charge pour l'accusé. Il y a quand même des avocats de la partie civile
qui sont accusatoires vis-à-vis des auteurs. Il y en a même qui vont jusqu'à demander 20 ans, 30 ans perpétuité. Ça arrive. C'est pas ta posture, mais ça arrive. Bah, ça, c'est honnêtement, ça, c'est une vraie erreur, et c'est même une vraie erreur judiciaire. Je pense que, c'est une erreur judiciaire, parce que ce n'est pas notre rôle officiellement, et deuxièmement, je pense que c'est même une erreur stratégique, parce que lorsque les jurés écoutent un